C'est reparti sur le plateau de Big Media à Vivatech. Alors après avoir abordé des questions de cybersécurité et de données personnelles, il est temps de changer un peu d'échelle. Car après tout, toutes ces questions sont englobées dans un secteur plus stratégique qui est celui de la défense. Dans un contexte marqué par le retour des conflits de haute intensité en Europe, l'accélération des capacités technologiques et les tensions entre grandes puissances, l'innovation est plus que jamais un facteur de souveraineté. Mais demeure une question centrale qui est celle du financement et de l'équilibre entre acteurs publics, investisseurs privés et impératifs stratégiques. C'est tout l'enjeu de cette discussion, avec autour de la table 3 invités de marque que j'ai l'honneur de recevoir. Alors tout d'abord, Sandra, bonjour. Sandra, vous accompagnez les startups dans le secteur de la défense. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter vos activités, votre parcours dans ce secteur ? Merci. Écoute, moi ça fait 25 ans que je travaille dans l'environnement aérospatial et défense globalement et où j'ai occupé différentes fonctions qui m'ont amené assez logiquement là où j'en suis aujourd'hui. J'ai démarré en vendant des projets et des plateaux d'engineering pour des grands industriels du secteur en France et worldwide. J'ai vécu en Allemagne, au Brésil, en Espagne. Et c'est en revenant en France que je me suis associée et on a lancé un accélérateur de start-up dans les milieu des années 2010 où on avait le phénomène SpaceX aux États-Unis et vraiment une rupture de l'innovation peut venir de l'extérieur, même dans les grands groupes, sur ce domaine où les grands groupes investissent massivement. Sauf que l'écosystème n'était pas du tout structuré et pas très aidant pour les startups qui souhaitaient se positionner sur ces marchés. On en reparlera, c'est un marché qui peut paraître compliqué d'accès. Donc on a lancé Starburst avec beaucoup de succès et très logiquement également, quelques années plus tard, il a fallu vraiment apporter une source de financement plus massive et notamment en Europe, toujours versus les États-Unis, avec lesquels on se compare et qu'on regarde, ce qu'ils font. Et c'est comme ça qu'on a lancé Expansion Venture pour financer les startups de l'écosystème aérospatial défense européenne qui ont besoin vraiment de ces fonds-là. Et aujourd'hui, en parallèle de tout ça, j'ai pris la présidence d'une boîte. Donc là, c'est la première fois que je vais en profondeur sur une activité industrielle, une boîte de drones sur laquelle on essaye d'accélérer. Très bien. Et je me tourne cette fois-ci vers Cédric Lowenbach. Bonjour Cédric. Vous êtes référent défense de BPI France depuis 2019. Vous êtes expert transversal sur le sujet et chargé du continuum défense de BPI France. Vous faites notamment le lien avec la Direction Générale pour l'Armement et vous êtes responsable du plan de défense de BPI France. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous récapituler le rôle de BPI France dans l'accompagnement des entreprises du secteur de la défense ? BPI France est toujours intervenu dans le secteur de la défense, c'est-à-dire que contrairement à un certain nombre de fonds, de banques, de la place qui ont évolué récemment, on n'a jamais eu de restrictions par rapport au secteur de la défense, ce qui veut dire que en fait, l'ensemble de nos dispositifs, que ce soit dans l'innovation, les aides, avances remboursables, tous les dispositifs dans l'innovation peuvent être utilisés par des entreprises du secteur de la défense. La partie financement, pareil. La partie investissement, l'accompagnement et conseil également, et l'export. Donc en fait, on a historiquement toujours financé et investi dans le secteur. On a néanmoins amplifié notre action à compter de 2018 en créant le fonds DefInvest qui investit dans les entreprises de la BITD stratégique en partenariat avec la DGA qui nous a apporté 100 millions d'euros. Donc là, on est devenu finalement opérateur de la DGA pour un certain nombre de dispositifs dans l'investissement avec donc ce fonds, le fonds Innovation Défense qui investit plutôt en late stage dans des entreprises technologiques. BPI France Défense, qui est notre dernier fonds retail qu'on a lancé en octobre dernier, qui a dépassé là, les 100 millions d'euros de collecte et qui co-investit en fait avec DefInvest, qui investit dans le fonds Innovation Défense et qui co-investit avec nos fonds propres et qui également investit dans des fonds défense dans le secteur. Donc voilà sur la partie equity, mais on a également sur la partie conseil lancé en 2024 un accélérateur défense
qui vise à accompagner des PME et ETI du secteur de la défense dans le cadre de l'augmentation des productions nécessaires avec le marché donc, qui est en forte croissance. On a également un certain nombre de dispositifs dans les prêts, un prêt défi qui est un petit prêt jusqu'à 1 million d'euros en cofinancement avec des banques privées pour des entreprises de la BITD. Et enfin sur la partie export avec l'assurance export, le préfinancement, l'assurance préfinancement ou caution qui permet, la France étant le deuxième exportateur mondial dans l'armement, toute la composante soutien export est très importante et on accompagne via BPIFrance Assurance Export les entreprises également. Merci d'avoir détaillé ce vaste panel d'outils proposés par la Banque des entrepreneurs. Est-ce que tu peux juste préciser BITD, à quoi ça correspond? Oui, pardon. Alors, c'est la base industrielle et technologique de défense. C'est à peu près 4500 entreprises qui travaillent pour les 9 grands donneurs d'ordre français, les 9 primes, et qui est constitué de PME qui sont souvent assez petites, puisque le portrait robot d'une entreprise de la BITD, c'est 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, 50 personnes, et 20% du chiffre d'affaires dans le secteur de la défense, donc qui sont très duales. Sachant que BPIFrance, nous, on est orienté sur les startups, les PME, les ETI. On ne fait pas les primes, plutôt du côté de l'APE, en fait, l'Agence des participations d'État. Merci pour la précision, parce qu'on sera amené à en reparler très prochainement. Alors cette fois-ci, je me tourne vers mon dernier invité, Rémi de la Vieuville. Bonjour Rémi. Bonjour. Vous êtes Head of Quantum chez Alice et Bob. Alice et Bob qu'on a vu... qu'on voit pas mal sur Vivatech, vous êtes très présent à Vivatech. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'Alice et Bob? Avec plaisir. Donc, je suis Rémi de la Vieuville, je suis en charge en particulier des sujets de défense et de sécurité pour Alice et Bob, donc ce qui est pertinent pour la table ronde d'aujourd'hui. Donc Alice et Bob, c'est une des 5 startups françaises qui cherchent à fabriquer un objet un peu particulier qui s'appelle un ordinateur quantique. La promesse, c'est de construire une machine à calculer, un peu comme un boulier, mais voilà, comme un ordinateur, mais qui utilise les mathématiques plus riches de la physique quantique pour être capable de faire certains types d'opérations plus rapidement. Alors ces opérations, en général, elles ne servent à rien. C'est-à-dire, si vous voulez ouvrir Word plus rapidement, si vous voulez surfer sur Internet plus rapidement... Pas besoin d'un ordinateur quantique pour ça. Exactement. En revanche, il y a certains cas d'usage bien spécifiques pour lesquels le gain en temps de calcul est exponentiel. Et ce n'est pas un buzzword, c'est vraiment une accélération de temps de calcul qui est gigantesque. Et il se trouve qu'en particulier, dans les cas d'usage identifiés, il y en a un certain nombre qui sont dans la sphère de la défense. Donc Alice et Bob travaille à fabriquer le hardware de cette machine, donc c'est-à-dire la puce qui contient les bits quantiques, donc la brique de base de l'ordinateur quantique, et le firmware, donc c'est-à-dire tout le logiciel qui va autour et qui sert à le contrôler. Pourquoi les acteurs justement de la défense s'intéressent aujourd'hui au quantique? C'est assez intéressant. La défense sont extrêmement intéressés, en particulier par exemple le ministère des Armées a lancé un programme qui s'appelle Proxima. Qui est un peu le Koh-Lanta du quantique, c'est-à-dire que c'est une compétition où au début les 5 acteurs français sont représentés et à la fin il n'en restera plus qu'un ou deux. Ce qui les intéresse, il y a beaucoup de cas d'usage qui les intéressent. Il y a ceux qui sont connus, par exemple en cryptographie, le fait que l'ordinateur quantique est capable de lire des conversations qui sont chiffrées par les systèmes de chiffrement utilisés aujourd'hui sur Internet. Donc il y a un peu cette menace du quantique et le ministère des Armées veut transformer cette menace en une opportunité. Mais il y a aussi plein d'autres choses que l'on peut faire avec un ordinateur quantique qui est directement utile à la défense, par exemple. Optimiser des batteries, trouver des nouveaux types de matériaux, ce genre de choses. Donc, plein d'innovations. Alors depuis quelques années, le paysage évolue assez rapidement dans le secteur de la défense avec une montée en puissance du capital risque, des investisseurs privés sur un secteur longtemps jugé sensible. Est-ce qu'on est en train, selon vous, de construire un modèle de financement réellement adapté aux besoins qui sont très spécifiques de l'innovation de défense? Ou est-ce que ce modèle est encore perfectible? Peut-être Sandra. Grande question. Je pense qu'on a fait énormément de progrès. C'est un marché qui, jusqu'à maintenant, a été considéré comme assez marginal, fermé, on l'a dit tout à l'heure, compliqué, et qui aujourd'hui devient central, vecteur de croissance, souverain et très attractif pour les investisseurs. Et pourquoi il faut voir que le marché de la défense, les dépenses pour la défense au niveau européen, c'est en 2025 380 milliards d'euros versus, je crois, 340 l'année précédente. Donc une accélération énorme. Et l'impact est direct
sur les startups de la DevTech, comme on dit, de la défense tech, incluant la résilience, la cybersécurité, tous ces sujets-là, qui ont levé en Europe quasiment 9 milliards d'euros l'année dernière. Donc c'est vraiment une accélération énorme. Et on voit également les verrous, notamment le fameux ESG, environnement. Préciser le critère ESG. On suit une certaine charte de bonne conduite dans les investissements qu'on fait par rapport à l'environnement, la gouvernance des entreprises et ces sujets-là. Et aujourd'hui, on va considérer le S de ESG, mettre un S au carré pour inclure la souveraineté. Et l'Union européenne elle-même qui dit ce n'est pas incompatible avec les critères ESG d'investir dans la défense. Le Fonds européen d'investissement a fait évoluer sa définition de ce qu'on appelle dual use. Alors dual use, c'est quoi ? On préfère, et c'est toujours le cas malgré tout, qu'une entreprise qui souhaite, qui a comme client final le ministère des Armées ou les institutions, les MOD, Ministry of Defense, dans le monde, diversifie sa base de clients pour aller vers des clients du civil également. Parce que, effectivement, pour un investisseur ou pour une entreprise, même, c'est toujours très risqué d'être monoclient, ce qu'on appelle. Donc là-dessus, il y a encore jusqu'à il y a 2-3 ans, le Fonds européen était très dogmatique. Dual use, c'est d'abord civil et peut-être après défense. Et là, on a inversé la tendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dual use une entreprise peut avoir 100% de son chiffre d'affaires dans la défense et envisager dans un futur d'aller vers le civil. Et ça, c'est accepté. C'est énorme comme changement de paradigme. L'Europe, c'est un grand marché, on l'a dit. C'est des moyens financiers malgré tout, on l'a dit. Mais c'est aussi un marché fragmenté. Donc avec, notamment dans la défense, malgré des mécanismes de financement et de coordination des achats au niveau européen, on a mis en place les SAFE, qui sont une mécanique d'achat qui prévoit de dépenser 800 milliards pour la défense. On incite les pays européens à acheter ensemble, mais les politiques de défense sont nationales. Les champions sont nationaux. On a je ne sais pas combien de systèmes d'armes par rapport aux États-Unis, ce qui est aberrant, parce que ça veut dire une fragmentation aussi des investissements et des moyens. Donc tout ça pour dire que oui, le financement, donc on l'a dit, au niveau public, la BPI fait le job pour la France. Au niveau européen, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place. E10, EDI, DP, EDF, European Defence Fund, et des mécanismes de dette par l'EIB, la Banque européenne, au profit des entreprises. Ce qui fait que les fonds classiques, alors déjà il y a la naissance de fonds spécialisés comme Expansion Venture dédiés aux startups de l'aérospatiale défense, mais on voit aussi les fonds d'investissement plus traditionnels s'y mettre, les Joint Capital, les KIN, qui lèvent aussi des verticales dédiées à la défense. Pourquoi ? Parce que oui, le secteur défense, c'est pas que politique ou idéologique ou je suis patriote et c'est important pour moi. Industriellement, il y a une traction, une accélération des nouveaux marchés accessibles aux startups qui leur permettent d'accéder à de la croissance. Je crois d'ailleurs que, Cédric, tu pourras me compléter, mais je crois que le fonds BPI France Défense a réussi à collecter 100 millions d'euros. Là, on a franchi le cap des 100 millions. Oui, effectivement, on l'a lancé donc en octobre dernier et en fait, il y a tout de suite eu un engouement énorme pour le dispositif qui a été... parce qu'en fait, quand on lance ce genre de dispositif, il faut à peu près 2-3 mois pour négocier les partenariats avec les banques qui vont distribuer le dispositif. Et là, en l'occurrence, mais il est aussi possible de souscrire sur notre site internet. Et là, en l'occurrence, en fait, on a eu un afflux massif de souscriptions directement via notre site internet. Donc il y a vraiment eu un engouement très fort qui se poursuit aujourd'hui également via nos partenaires. Et donc on a dépassé les 100 millions levés sur 9 mois. Donc ce qui est effectivement beaucoup plus rapide que sur nos fonds précédents retail qui étaient eux généralistes. Et est-ce que ces outils sont suffisants aujourd'hui pour répondre aux besoins en capitaux des PME, des ETI, de la BITD pour faire face à cette augmentation du carnet de commandes qui peut être,
assez challengeante pour ces entreprises. Alors effectivement, historiquement, on avait peu de data sur la BITD, en fait, sur ses besoins, à quoi elle correspondait. Le Trésor et la DGA ont réalisé une première étude il y a 2 ans qui ont mis en avant, en fait, parce que historiquement, on disait oui, elles ne sont pas tellement financées par les banques, et en fait, cette étude a démontré qu'elles étaient très endettées. Donc, ça veut dire que globalement, elles étaient financées par les banques, mais que par contre, elles étaient moins rentables, qu'elles avaient de gros problèmes de BFR, parce qu'on est sur des cycles longs en fait de production, ouais, et du coup avec 2 besoins clairement identifiés, les fonds propres et le BFR. Donc sur la partie equity, donc fonds propres, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées dans le cadre des discussions de place. Ça a conduit au niveau de BPI France à renforcer notre action, puisqu'on a bouclé le fonds Innovation Défense à plus de 300 millions d'euros l'année dernière. On a, via BPI France Défense, la capacité d'amplifier notre action en direct, que ce soit via le fonds Def Invest ou via nos fonds propres. D'ailleurs, l'année dernière, on a doublé le montant investi dans des entreprises de la BITD au niveau de BPI France, donc il montre qu'il y a une amplification forte. Aujourd'hui, on est actionnaire de près de 80 entreprises de la BITD. Donc il y a eu cette amplification au niveau du public, et on a constaté aussi l'émergence de nouveaux fonds. Historiquement, il y avait Tikeo, RNE qui était présent et qui avait RNE avait eu énormément de difficultés dans le cadre de leur levée de fonds avant le début de la guerre en Ukraine. Et la guerre en Ukraine et puis et l'arrivée de Trump ont conduit à une prise de conscience au niveau européen de l'importance de développer cette industrie de la défense, et développement qui passait par de nouveaux fonds. Et donc il y a un certain nombre de fonds qui ont émergé, comme Latour, que Cyclades, une multitude de fonds, et des fonds. Alors là, c'est sur la partie capital développement, mais aussi il y a la même chose sur la part dans l'innovation, avec un certain nombre de fonds dédiés sur ces thématiques-là. Et une BITD donc aujourd'hui, il y a eu énormément de choses qui ont été faites sur cette partie-là. Tout à fait. Et alors, du côté d'Alice et Bob, quand on construit un ordinateur quantique, est-ce qu'on se dit dès le départ, voilà, on va adresser le secteur de la défense, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé plus tard, au fil de l'eau? Oui. Donc il y a effectivement, à la création de Alice et Bob, il était assez clair qu'il y avait des cas d'usage pour la défense. Donc je pense que l'on savait dès le départ qu'on adresserait le monde de la défense. En revanche, je pense qu'on était assez naïf sur les conséquences que ça impliquait de travailler avec le monde de la défense, c'est-à-dire en termes de sur l'approvisionnement, donc sur la supply chain, en termes de niveau de sécurité à avoir sur ces emprises, en termes de comment se financer, quel vecteur utiliser, sur la communication aussi. Mais c'était assez clair dès le début, je pense qu'il y avait un fort intérêt du monde de la défense. Et donc Alice et Bob notamment participent au programme Proxima, vous en parliez tout à l'heure, c'est un peu le Koh-Lanta du quantique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce programme? Donc c'est un programme qui avait pour but initialement de doter les armées à horizon 2032 d'une machine à 100 qubits logiques. Qui est le minimum qu'il faut avoir. Donc c'est la brique de base qu'il faut avoir pour commencer à faire certains cas d'usage plus rapidement qu'un ordinateur classique. Il y a 2 semaines, il y a eu une allocution du président de la République pour doubler le périmètre de Proxima, augmenter la taille de la machine pour accélérer les développements, parce que il y a une concurrence qui est très féroce, en particulier avec des gros acteurs américains. Ouais. Et il y a également plus le temps passe, plus on s'aperçoit qu'il y a des enjeux énormes dans le domaine du calcul dans le monde. Et c'est le monde du calcul, c'est un jeu où il n'y a pas de place pour un acteur franco-français qui ne viserait que le marché français. Par opposition, c'est peut-être un petit peu naïf sur ce point-là, mais par opposition à un avion de chasse, ou si l'avion de chasse arrive 3 ans plus tard, il arrive 3 ans plus tard, si l'ordinateur quantique arrive 3 ans après son concurrent américain, ça veut dire que le concurrent américain a 3 ans pour continuer à innover, et du coup il prend toutes les parts de marché comme Nvidia l'a fait. Donc c'est pour ça que la France et la défense a besoin de frapper fort tout de suite pour ne pas avoir à frapper 2 fois.
Et est-ce que travailler dans le secteur de la défense, c'est plutôt un accélérateur ou une contrainte pour une deep tech comme Alice et Bob? C'est vraiment les deux, je pense. En fait, ce que je dirais, c'est que c'est une contrainte utile. C'est-à-dire que ça nous fait travailler peut-être plus tôt que ce qu'on aurait fait auparavant sur les thématiques d'avoir des approvisionnements souverains, le fait d'augmenter notre niveau de sécurité, le fait de nous acculturer à ce milieu, de préparer les cas d'usage qui vont bien. Mais en même temps, et dans beaucoup de domaines, la défense est souvent un early adopter, un acteur qui investit dans l'innovation plutôt que les autres. Donc c'est plutôt un acteur qui anticipe les développements à venir. Et c'est une opportunité qui est unique pour nous. Et je pense qu'un programme tel que Proxima, il n'y avait pas d'autres ministères en France qui pouvaient le porter que le ministère des Armées. Ouais. Et alors, on parle de quantique, on parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui à Vivatech. Qu'est-ce que vous voyez, Cédric, peut-être Sandra, sur la nature des projets qui émergent dans le secteur de la défense? Est-ce que vous voyez une nouvelle nature arriver dans les projets? Est-ce que des projets plus technologiques peut-être, avec plus d'IA, plus de quantique par exemple? Oui, alors effectivement, là, j'évoquais les chiffres de la BITD avec la PME type. On voit émerger une nouvelle BITD, entre guillemets, avec des startups, des sociétés qui répondent en fait à des besoins nouveaux au niveau des armées. C'est-à-dire qu'historiquement, on était sur des programmes longs, avec des commandes importantes faites à des primes, aux 9 grands donneurs d'ordre français. Et ils sont en train d'émerger un certain nombre de startups qui sont capables de réagir beaucoup plus vite, de produire massivement, rapidement, de faire évoluer leurs dispositifs. On l'a vu dans le cas de la guerre en Ukraine avec les drones. Et donc, finalement, un changement de dimension avec du coup des technologies, des sociétés de la BITD qui sont... comme Alice et Bob, qui sont du coup sur des thématiques comme quantique, sur l'intelligence artificielle, sur le traitement de données, sur l'IA. Le fonds Innovation Défense est typiquement sur ce type de technologie. Vous avez aussi un regain d'intérêt chez les investisseurs privés pour ce Bien type de sûr, techno. mais c'est aussi grâce, et tu l'évoquais, au changement de paradigme. Si on parle de la France, c'est vrai dans tous les pays, mais particulièrement avec notre DGA, Direction Générale de l'Armement, qui effectivement lance les grands programmes. La DGA aime bien les choses parfaites, quitte à prendre du retard, spécifier, penser, tout longtemps en avance, mais avec le retour de la guerre de haute intensité et les besoins massifs de munitions ou de matériel, on accepte aussi à la DGA de vivre avec le pas parfait, mais le good enough, ce qu'on appelle. Voilà, ça suffit, et tant que c'est tout de suite, rapide, beaucoup et à pas cher, ça va marcher. Et ça donne aussi des opportunités aux startups pour avancer plus vite. Ça leur permet d'accéder malgré tout, même si c'est un marché compliqué et contraignant, à des marchés pour longtemps. C'est aussi un client qui est extrêmement stable, et ça fait dans le business plan que regardent les investisseurs, c'est plutôt rassurant. Et ça va leur permettre d'accéder à des moyens d'essai et à ce qu'on appelle le combat de proven. Il y a des champs d'application qui sont malheureusement assez immédiats. On le voit pour les boîtes de drones, pour les boîtes de cybersécurité, et on voit beaucoup de choses autour de tout ce qui est système autonome. C'est vraiment la guerre de demain, on le voit, c'est le drone, l'interception et les systèmes autonomes. D'où par exemple des levées de fonds impressionnantes. On pense à Harmattan par exemple, qui a levé des fonds assez rapidement. Et Harmattan, et là, donc on est en plein, là c'est Vivatech, mais nous on a Eurosatori, donc le grand salon de la défense à Villepinte, et là ça a été un festival d'annonces. Il y a 2-3 jours, Alta Ares, qui est aussi une boîte d'interception de drones, qui est née en Ukraine, qui a annoncé une levée de plus de 50 millions, mais également, et c'est ça qui est intéressant, et c'est assez inédit aussi, c'est un partenariat industriel stratégique avec Airbus. Et ça, c'est très intéressant de voir. C'est assez nouveau ce type de partenariat avec des grands groupes comme... C'est assez nouveau, ouais. Et ça, c'est...
les industriels ont fini par comprendre il y a quelques années qu'il fallait regarder les startups. Tout le monde a peur veut savoir qui sera son SpaceX, se dit je peux me faire disrupter après-demain, il faut quand même que je fasse un peu de veille. Mais ils ont aussi et pas forcément travaillé avec. Aujourd'hui, tout ce monde-là est imbriqué. Donc il y a les dispositifs de financement public, étatique qui sont nécessaires pour amorcer. Il y a les premiers clients qui sont publics et qui sont rassurants pour le business après et pour développer les produits. Et il y a l'adossement aux industriels dans un partenariat stratégique où parfois c'est l'industriel qui est au service de la start-up et pas l'inverse, qui va amener des moyens de scale-up, parce que scale-up, ce qu'on appelle, donc il va falloir croître, produire, avoir quand même des standards qualité, de certification, gérer l'export et également accéder aux marchés internationaux, aux canaux de distribution de ces grands groupes. Et là, c'est un saut quantique pour la start-up quand elle fait ça. Maintenant, on reste loin des levées. Au mois de mai, je parle beaucoup de l'Europe parce que c'est ça qui me tient à cœur et c'est ça que je pense qu'il faut vraiment financer et accélérer. Mais ça fait rêver quand on entend Anduri, là, au mois de mai, qui lève 5 milliards, Valo de 60 milliards. Pas la même échelle. Pas du tout. C'est pareil sur les acteurs du quantique aux États-Unis. On est sur 1 milliard, 2 milliards ou 10 milliards. On fait ce qu'on peut, mais c'est un rythme qui est difficile à de rester dans la course. Alors, on va justement peut-être parler des freins éventuels au financement de ces startups de la défense. Les annonces se sont accélérées, le passage à l'amorçage et à l'industrialisation reste un moment quand même critique, notamment pour des deep tech qui nécessitent du temps et des capitaux importants pour financer cette stabilité à long terme. Alors, est-ce que les dispositifs actuels sont à la hauteur de ces enjeux ou est-ce que des freins persistent qui retardent l'émergence de scale-up, justement, vous en parliez, capables de s'imposer à l'échelle mondiale ? Peut-être Clément, est-ce qu'on peut évoquer avec toi les différents freins identifiés comme par exemple le renforcement des fonds propres ou les besoins de gros tours de financement ? Je sais que ce sont des freins qu'on peut identifier. Sur la partie public, financement public, commande publique, tu vas commencer à en parler. Il y a un sujet, historiquement la commande, la DGA donc passe par la DGA. Ils travaillaient principalement avec les primes et les grands maîtres d'œuvre. Il y a un basculement qui est nécessaire et qu'on observe dans le monde puisque les Américains ont basculé assez plus rapidement que nous. Les Allemands y réfléchissent. Enfin, il y a l'enjeu de pouvoir... en fait, ces acteurs de la défense à la fois ont besoin de financement, mais ils ont besoin de commandes publiques. Et il est important qu'ils puisse y avoir un ruissellement auprès aussi des acteurs technologiques de la commande publique. Donc il y a cet aspect-là qui est en train de bouger et qui est très important. Sur la partie investissement, financement, donc on l'a dit, il y a quand même un certain nombre de fonds qui sont positionnés, il y a des moyens qui existent. Néanmoins, il y a encore un certain nombre de failles, notamment sur tous les gros tours de financement, et notamment en technologique. C'est-à-dire quand on commence à être sur un tour à plus de 50 millions d'euros, 100 millions d'euros, en fait, on commence à manquer d'acteurs français et européens capables d'investir dans ces tours-là. Et c'est notamment pour ça qu'on a créé le fonds Innovation Défense, qui peut investir jusqu'à 30 millions d'euros en co-investissement avec des acteurs privés sur ces opérations-là. Si on évoquait les tours de financement, on va dépasser le milliard. Enfin, si on arrive à 1 milliard d'euros, comment on fait pour arriver à faire ce type d'opération ? On l'a vu avec, par exemple, Mistral, qui n'est pas tout à fait défense, mais qui est quand même sur un sujet qui est connexe. On est passé via un industriel, puisque des fonds capables de mettre 1 milliard, c'est pas évident. Donc il y a ce type. En tout cas, au niveau européen, on se cherche en termes de modèles. On n'a pas encore des très gros fonds, contrairement aux Américains, qui eux sont capables d'intervenir sur ces. Quand on regarde tous les boîtes citées, Harmattan, on a investi aussi chez Ice Eye. Il y a beaucoup de fonds américains qui sont présents et qui se positionnent très vite sur ce segment-là. Et il est essentiel de pouvoir avoir des fonds plus gros en tech, capables d'intervenir sur des gros tours d'investissement pour accompagner ces sociétés éventuellement vers, avec des fonds de crossover capables de faire à la fois du non-côté et du côté, d'intervenir sur des IPO qui peut être une source intéressante. On l'a vu notamment avec Exosens qui a été une très belle introduction en bourse à laquelle on a participé.
Et par exemple, Rémi, vous, est-ce que les outils actuels comme Proxima qu'on a évoqué ou le Fonds Innovation Défense suffisent à couvrir la R&D et l'industrialisation d'une start-up comme Alice et Bob? Oui. Donc ça a été une aide qui est énorme. Effectivement, il n'y a pas de gros acteurs, il n'y a pas de gros investisseurs en Europe qui est capable de financer des deep tech en late stage, mais on a eu une chance énorme. On a réussi en série B à conserver un board très franco-français, avec en particulier avec la BPI, avec AVP, qui sont des investisseurs qui sont majeurs pour nous. Mais donc premier point, c'est vraiment, on a vraiment bénéficié énormément de ça, et ça nous permet de rester dans la course. En revanche, ce que l'on observe, c'est que ces fonds-là ne nous permettent pas encore de traiter les problèmes de demain. C'est-à-dire qu'ils nous permettent de traiter les problèmes que l'on a aujourd'hui, les problèmes ou les enjeux. Donc c'est-à-dire ça nous a permis de passer assez rapidement de 70 personnes quand je suis arrivé à Alice et Bob il y a 3 ans à 250 personnes aujourd'hui, de monter un nouveau lab qui est le plus grand lab en Europe. Mais ce sont des fonds qui ne nous permettent pas encore de prendre en charge les enjeux de demain. On sait qu'en 2030, on aura des enjeux sur la cryogénie, on sait qu'en 2032, on aura des enjeux sur le scaling. Nos concurrents américains, en débloquant des investissements à 10 milliards ou plus, arrivent à commencer à travailler sur ces sujets-là. Nous, on est très bien positionnés, mais et pour plusieurs années, il y a malgré tout encore un besoin de financement qui va rester. C'est le principal frein qui subsiste à l'heure actuelle. Oui, complètement. Et quid de la dépendance technologique aux acteurs, justement, aux acteurs étrangers, aux Américains, par exemple Nvidia, qui est principal fournisseur de semi-conducteurs en Europe et dans le monde. Quid de cette dépendance aux acteurs? Oui, c'est justement un domaine où la défense est extrêmement affûtée. C'est qu'on a par exemple, on travaille avec l'AID sur un projet justement qui consiste à lever un des verrous sur lesquels on avait une dépendance qui pouvait arriver. Et donc pour le coup, on a vraiment de l'aide pour arriver à avoir un approvisionnement qui est souverain. Et c'est vrai que sur Vivatech, j'ai jamais autant vu le mot de souveraineté que cette année. Il y a vraiment un effet à cette année. Je ne sais pas si c'est lié au détroit d'Ormuz, si c'est lié à la présidence américaine, mais en tout cas, il y a vraiment un effet sur ça. Ouais. Et Sandra, de votre côté, est-ce que vous observez encore des freins dans le financement des startups de la défense? Lesquels? Alors, donc, on le dit depuis tout à l'heure, de moins en moins, forcément, mais c'est vrai que, et ce que je disais aussi tout à l'heure, ce qui est un frein, c'est que ce marché est fragmenté malgré tout, malgré aujourd'hui les initiatives européennes. Ce qui reste un frein, c'est pour les investisseurs classiques, parfois de le comprendre, de comprendre le temps, le retour sur investissement, que certains investisseurs traditionnels ont peur, parce que le but d'un investisseur, c'est gagner de l'argent, et se dit, ok, le tour d'après, quand il va falloir lever 1 milliard, et que potentiellement la start-up va aller lever aux États-Unis, moi, investisseur, j'en serais ravi. Mais hop, si cette start-up, elle bosse avec la défense, elle est identifiée comme stratégique et sensible. Et que là, il y a un travail qui est fait. D'ailleurs, nous, en tant qu'investisseurs, on est dans la boucle. On se voit régulièrement avec ce qu'on appelle la DID, la division de l'industrie de défense, qui gère la BITD, la base industrielle de défense, dont les start-up. Et on prépare ces sujets-là très en amont. Et ils sont capables même de nous aider à trouver des financeurs pour les levées de fonds. Donc ça, compliqué. Peut-être se faire rattraper par la patrouille quand le capital va s'ouvrir. Tout ça, c'est des points qui rendent les choses encore un petit peu difficiles. Il y a le sujet, comme tu disais Cédric, de l'entrée en bourse. Or, les places américaines aujourd'hui accueillent encore très peu d'entreprises valorisées moins d'1 milliard. Or justement, tout le problème est de la valorisation de ces startups françaises. Pour arriver jusqu'au milliard, on n'y est pas encore. Enfin, il y a du travail encore. Alors, sur les sujets de valorisation, il faut noter quand même
une particularité du marché de la défense, c'est que du fait de l'importance des budgets européens, en fait, les entreprises cotées dans le secteur de la défense sont aujourd'hui valorisées sur des multiples plus élevés qu'aux États-Unis. Alors c'est un truc qui n'arrive jamais, qui est un peu étonnant, mais donc du coup il y a sans doute des choses à faire sur cet aspect-là. On a participé à l'introduction en bourse d'Exosens il y a 2 ans à peu près, et qui a fait 2 fois et demi depuis voire peut-être même plus, mais en tout cas donc on est et en termes de souveraineté, c'est une voie qui permet de répondre à un certain nombre de problématiques de souveraineté. Exosens est un cas intéressant puisque quand ils s'appelaient Photonis, en fait, ils avaient, dans le cas des IEF, on leur avait interdit une cession à un acteur américain, et finalement la bourse a permis de contourner cette problématique et de permettre la poursuite du développement de l'entreprise. Mais l'enjeu effectivement de développer des marchés de capitaux efficients en Europe et d'avoir des places de cotation attractives est important. Aujourd'hui, près d'une entreprise extérieure à la défense sur 2, 43% environ, selon une étude Le Lab de BPI France, souhaitent démarrer une activité dans le secteur. En revanche, 73% de ces dirigeants déclarent avoir du mal à se faire identifier par les donneurs d'ordre. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez dans ce secteur ? Alors là, du coup, c'est l'étude Le Lab BPI France qui a été réalisée, qui était intéressante parce qu'elle mettait en valeur le fait que la moitié des entreprises civiles qui étaient uniquement civiles du panel souhaitaient se développer sur le secteur de la défense. Donc on est sur un marché qui a connu 10 ans de croissance, qui va connaître encore une forte croissance, et donc il y a un besoin d'accompagnement, et qui d'autant plus qu'effectivement l'accès aux clients, aux donneurs d'ordre, à la DGA peut être compliqué pour ces acteurs qui ne connaissent pas l'écosystème. Donc, identifier les... Oui, pardon Sandra, allez-y. Et là, la BPI met à disposition de ces acteurs un accompagnement. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est difficile de contractualiser, même répondre à un appel d'offres. C'est compliqué. Et il faut vraiment se rapprocher de sa BPI pour obtenir du soutien. Je voudrais un peu ouvrir la conversation et par exemple parler des enjeux de dual use justement entre civils et militaires. On parle d'un objectif d'un meilleur ruissellement de la commande publique pour ces nouveaux acteurs. Peut-être Cédric, tu pourrais rebondir là-dessus, puisque on parle toujours de l'étude du Lab, 73% de ces dirigeants ont du mal à se faire identifier pour les donneurs d'ordre, on l'a déjà dit. Il y a un fort enjeu d'innovation, on est dans un secteur très dynamique pour sa 11e année de croissance. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça, du dual use ? Nous, en fait, historiquement, on peut investir dans du single use, dual use, de la BITD stratégique ou pas. Enfin, on finance, et dans l'innovation de manière générale, parce que finalement, quand on regarde ces entreprises innovantes dans la défense, souvent, elles interviennent dans le domaine de la deep tech. Donc il y a eu en amont toutes les subventions qu'on opère, et notamment dans le cadre du programme France 2030, donc toute la partie accompagnement, avance remboursable, prêt à l'innovation, ensuite investissement, sont critiques pour pouvoir développer et poursuivre le développement de ces entreprises. Donc il y a, nous en termes d'enjeux, il y a effectivement l'enjeu d'accompagnement du civil vers la défense, et des fonds comme Innovation Défense sont aussi là pour aider ces entreprises à se développer sur cette partie-là. Il y a l'enjeu de l'export aussi qui est clé. Oui, donc, on n'en a pas parlé. En fait, les marchés européens, les budgets européens sont en train de progresser très fortement. Historiquement, la France, qui était 2e exportateur mondial, ils ne vendaient pas tellement en Europe, mais hors d'Europe. Et donc, il y a un enjeu à ce que accompagner les entreprises françaises pour vendre en fait, aux autres États en Europe, en fait, et que le développement de leur activité en Europe se poursuive. Oui, vas-y, Sandra. Il ne faut pas hésiter à dire à ces 73% qui ont des difficultés à se faire identifier, qu'on a un mécanisme qui est fabuleux en France qui s'appelle l'Agence de l'innovation de défense. Complètement, oui. Et qui a un guichet unique. Alors c'est une espèce de boîte aux lettres, à minima, envoyer un message là et c'est traité. Voilà. C'est bien de le rappeler. Sous moins de 2 semaines. On sait que c'est efficace. Et alors justement, Rémi, est-ce que pour toi les investissements publics dans le quantique sont suffisants aujourd'hui pour soutenir la croissance d'Alice et Bob dans un environnement, tu le disais tout à l'heure, hyper concurrentiel avec des gens américains qu'on ne nommera pas mais qu'on identifie très facilement?
Je disais tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, il y a des investissements qui permettent de bien couvrir nos travaux de R&D, mais pour passer à l'étape suivante, il faudrait aller plus loin. En revanche, on ne compte pas sur l'investissement public seul pour financer Alice et Bob. C'est un sujet qui est éminemment dual use. Il y a certes des applications dans le monde de la défense, mais il y en a encore plus dans le domaine du civil, par exemple en pharmacie pour trouver des nouveaux types de molécules, en agriculture pour se débarrasser de certains types d'engrais, dans le domaine de la santé, du numérique. Donc il y a tous ces cas d'usage et ce sera important que les investissements du coup soient une combinaison de public et de privé. Et quelle est justement la stratégie pour rester dans cette course à long terme, à la fois de jouer sur plusieurs tableaux du coup dans la défense et sur ces autres secteurs? J'imagine que c'est pas du tout la même cadence, on va dire. Oui, c'est deux planètes qui sont malgré tout assez bien alignées, c'est-à-dire que la machine qu'il faut construire pour les cas d'usage défense, c'est à peu près la même que celle qu'il faut construire pour les cas civils. Donc on a la chance de ne pas avoir besoin de s'éparpiller, c'est plutôt très bien aligné. Ouais. Très bien. Alors Sandra, quand on a préparé cette rencontre, vous m'avez dit l'innovation dans la défense doit se faire de manière imbriquée avec les institutions publiques et que c'était un peu ce que tu disais Rémi, ce ne sont pas des mondes qui doivent s'opposer, il faut que les planètes s'alignent. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette complémentarité entre institutions publiques et innovation dans la défense et industriel. Et industriel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, bien sûr, c'est vrai que peut-être qu'il y a 10 ans, 15 ans, quand on a démarré et commencé à regarder cet écosystème, les mondes s'opposaient, se méfiaient, ne savaient pas travailler ensemble, n'étaient pas organisés pour travailler ensemble. Aujourd'hui, une start-up dans la défense, effectivement, il y a une espèce de hype. Allons sur la défense, il y a des budgets, il y a des sous à prendre. Donc, beaucoup aussi peuvent s'improviser, entrepreneurs vont imaginer une technologie. Mais à la fin, ce qu'il faut, c'est faire la guerre et éviter de se faire tuer. Et voilà. Donc, il faut que ça marche sur le terrain. Donc, il faut savoir de quoi on a besoin aussi. Donc, c'est pour ça que les institutions publiques, c'est hyper important pour connaître le besoin, bien le comprendre et savoir développer ce qui est bon, ce qui sera vraiment applicable. Et l'industriel, comme je disais tout à l'heure, qui va être un accélérateur incroyable et qui va mettre aussi de la confiance, peut-être de la pérennité. Le truc, c'est que quand la DGA, elle commande pour 10 ans. Et une start-up, est-ce qu'elle sera encore là dans 10 ans? Donc ça rassure et ça permet de répondre à des appels d'offres aussi beaucoup plus ambitieux. Qu'est-ce qui manque alors? Il manque un méga fonds européen peut-être pour financer la défense? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors il y a l'Europe qui travaille sur un Defense Equity Facility 2, DEF 2, qui effectivement... Alors ils avaient commencé, c'est du fonds de fonds. Donc l'idée c'est d'investir dans des fonds à la fois dans l'innovation ou hors innovation. Et le premier fonds était tout petit, puisque c'est 175 millions pour toute l'Europe. Mais je pense que le prochain dépassera largement le milliard. Donc ça fait partie... Sandra, je voulais vous poser une question. Quel est votre regard sur l'avenir de l'écosystème des startups dans la défense? Et surtout, est-ce que l'Europe peut rivaliser aujourd'hui avec les États-Unis? Oui, on l'a dit, notre écosystème est très riche, on sait il tape à la porte, les investisseurs américains, ils viennent activement pitcher nos startups et essayent de multiplier les investissements. Là où mon rêve, ce serait que cet écosystème de start-up réussisse là où les pouvoirs publics et les industriels, pour l'instant, n'ont pas très très bien réussi, c'est à créer l'Europe de la défense. On voit, nous, au niveau des start-up, certaines arrivent très très bien à coopérer. Très rapidement, on a une des boîtes d'expansion est allemande, coopère avec une boîte luxembourgeoise et a ouvert une filiale en France. Ce serait le rêve. Européanisation de la défense, on peut le souhaiter, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Cédric, peut-être pour compléter sur cette européanisation de la défense, peut-être? Oui. Elle passe par les achats, puisque l'année dernière, il y a encore la moitié des achats européens qui étaient faits auprès des Américains. Donc
peut souhaiter que ça évolue. Alors ça évolue quand même, puisqu'il y a le développement. L'année dernière, on a observé aussi le développement des ventes allemandes et françaises sur ce segment-là. Donc ça évolue et on espère que ça continue dans ce sens-là. Et ça sera clé dans le cadre du développement d'une BITD européenne cette fois-ci. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Rémi, de votre côté, du côté d'Alice et Bob, quel est un peu le défi le plus urgent auquel vous faites face dans les mois à venir ? Oui, je dirais, donc il y a déjà un enjeu de R&D évidemment de continuer à faire grandir ces machines-là. Je dirais aussi pour finir qu'il y a, pour citer Arthur Minge qui était en audition, donc le CEO de Mistral, pour dire que la souveraineté c'est pas uniquement faire mieux que les Américains dans sa bulle. Je dirais que c'est plutôt être capable de faire jeu égal pour qu'il puisse ensuite y avoir des échanges équilibrés et qui peuvent être très sains. Et donc c'est pour ça qu'en ayant par exemple accueilli Nvidia dans nos investisseurs en post-série B, il n'y a pas d'enjeu de souveraineté, parce qu'en fait c'est un acteur qui est important dans le jeu auquel on joue, qui est le marché international du calcul. Donc il faut avoir les bonnes protections, le bon niveau de souveraineté, mais c'est un marché auquel on ne doit pas se fermer. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver qui est encore un peu timide. Merci beaucoup. Alors j'ai une dernière question pour vous tous. À votre avis, quelle est la priorité absolue pour faire émerger des vrais champions européens de la défense dans les prochaines années ? S'il y a une priorité, pour vous, ce serait laquelle ? Cédric, peut-être ? C'est dans le cadre des multiples ruptures actuelles, c'est de faire en sorte qu'émergent les champions européens. Je reviens vraiment à cette thématique-là et c'est ce qui est clé. C'est-à-dire que si on arrive à faire émerger des champions européens qui travaillent avec l'ensemble des pays, on aura réussi, que ça soit d'ailleurs sur des enjeux technologiques ou d'une manière générale sur des équipements d'armement. Sandra. On aura besoin de consolidation, donc ces acteurs qui s'associent entre eux deviennent sur certains marchés. On ne peut pas avoir 150 boîtes d'interception de drones en France. On a vu le phénomène sur les lanceurs, on voit où ça nous mène, c'est-à-dire nulle part. Sur les micro-lanceurs, et des poches profondes de capitaux privés, continuer à faire de la pédagogie auprès des investisseurs privés, mettre en avant les succès, il y en a, mettre en avant les success stories pour inciter les investisseurs classiques à financer le moment critique qu'aujourd'hui on ne sait pas très bien financer, c'est le growth, la croissance. Rémi, peut-être ? Arriver à faire naître des champions mondiaux, donc c'est-à-dire le marché sur certains sujets, le marché européen n'est pas suffisant pour faire naître de tels champions. Donc voilà, c'est avoir les moyens de nos ambitions. Alors on vient de dire ce qu'on devrait faire, mais alors qu'est-ce qu'on devrait, selon vous, arrêter de faire tout de suite avant de commencer tout ça ? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'il faudrait arrêter de faire et qui est plutôt une pratique qu'il faudrait mettre de côté ? Le saupoudrage. C'est exactement ce que j'ai dit. Voilà, Rémi, saupoudrage. Sandra, la même saupoudrage. Il faut avoir débranché. D'accord, okay. Débranché. Cédric, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Bon, je pense que c'est un bon mot. Arrêter ce saupoudrage et consolider les acteurs de la défense. Merci beaucoup, merci à vous trois de m'avoir rejoint sur cette table ronde Big Media à Vivatech. Je vous laisse entre les mains de Arnaud, notre réalisateur. Merci à toi Arnaud et à très vite sur Big Media.